Il était une fois un Stéphane sur deck tanné d'entendre « En tant que gestionnaire, mon rôle est appelé à disparaître » a décidé de boire un cocktail avec des pirates pour se mutiner contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici son histoire. Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au 23e épisode du podcast Go Pirates. Aujourd'hui, on a une chronique spéciale. On a le cocktail avec des pirates, avec un invité, Stéphane sur deck. Salut Stéphane, ça va? Oui, salut les boys, ça va bien? Donc, écoute Maurice, tu connais Stéphane depuis plus longtemps que moi. Je te laisse me le présenter. Et oui, Stéphane, qui est un de mes mentors, on se connaît depuis quoi, 2014, 2015? Oui, dans ces coins-là. Ouais. Stéphane est un coach, est un spécialiste du leadership et des conversations difficiles. Et, mon Dieu, qu'est-ce que je peux bien dire d'autre? Donc, écoute, on va laisser Stéphane se présenter. Juste avant, j'aimerais ça qu'on parle de c'est quoi la chronique Cocktail avec un pirate. C'est très simple. Les gens ont commencé à nous demander, on veut des invités, là. Ça presse. OK? Donc, c'est un concept qu'on avait pensé au tout début, puis on s'est dit, on va faire une chronique où on reçoit des gens. Ils sont obligés de prendre un cocktail avec nous, pas obligés d'avoir de l'alcool, et on discute de en quoi ce qu'ils font résonne avec les tendances qu'on a identifiées, okay, que vous pouvez voir à l'épisode 1 de notre podcast. Donc, ça peut être tout à fait structuré, comme on l'a déjà fait avec une entrevue avec Myriam Plamondon, ou ça peut être complètement improvisé, ce qui risque d'arriver en ce moment, les gars. Parce qu'on vient de jaser 15 minutes, puis clairement, on s'en va dans une direction qu'on a une bonne idée, puis c'est bien correct comme ça. Donc, Stéphane, parle-nous de toi, puis on part. OK. Moi, je suis le fondateur d'une compagnie qui s'appelle Surdeck Solutions. Ce qu'on fait, c'est qu'on aide des exécutifs, des directeurs de transformation, des directeurs, des agents de changement. On les aide à travailler sur leur état d'esprit, comment ils abordent des équipes et leur style de leadership pour leur permettre de créer un changement qui est durable à l'intérieur des entreprises. On fait ça à travers du coaching, on fait ça à travers de la formation, on fait ça à travers des retraites, différentes choses comme ça qu'on travaille avec les gens. Je fais ça depuis 2017. Je fais de la consultation depuis 2010-2011. Je commence à me dater un peu. Mais comme Maurice disait tantôt, on s'est rencontrés en cours de parcours ensemble et puis tout le temps resté en contact par après. Là. Maurice, t'as invité un compétiteur? Non, en fait, Stéphane est sérieux, lui, pas nous autres. C'est juste différent, les boys. Oui. Je respecte beaucoup ce que vous faites, puis je trouve ça super le fun ce que vous faites, puis vos chroniques, puis comment vous amenez la nouvelle réalité du marché du travail aux gens. Puis j'entends des fois, ça m'arrive de prendre un petit café avec Maurice une fois de temps en temps. Il me raconte des changements qu'il fait chez ses clients. Je suis presque jaloux de ne pas être capable de faire ce que Maurice fait des fois. C'est vraiment cool de la façon qu'il aborde les choses aussi. Moi, j'ai beaucoup de respect pour vous autres. C'est une question d'attitude. Je ne serais pas où est-ce que je suis présentement si ça n'avait pas été de toi, Stéphane. Merci, mais tu as ton mérite aussi. Si vous avez l'occasion, écoutez, si vous avez besoin d'un accompagnement qui est sérieux, OK? Stéphane, il sait ce qu'il fait. Il va être capable de vous amener plus loin que à peu près n'importe quel autre coach que j'ai rencontré dans ma vie. Mais merci. Là, c'est moi qui est gêné. Je n'ai pas l'habitude d'entendre des si mots pour ça. Mais en même temps, néglige pas ce que vous faites aussi. Parce que ce que vous faites, vous amenez une valeur qui est complètement différente, puis un shift dans les mentalités qui est nécessaire dans les entreprises, puis qui est vraiment souhaité par les gens, puis ils ne savent pas comment faire. Puis moi, quand je vous regarde aller, puis quand j'écoute vos podcasts, quand j'écoute vos choses, ce que je trouve de fun, je sais que ce n'est pas de la frime non plus ce que vous dites et ce que vous faites. C'est juste que l'approche est différente. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, c'est que les clients qui vont venir vers nous autres ne seront pas nécessairement ceux qui vont être portés à aller vers toi et vice-versa, même si, en bout de ligne, ce qu'on enseigne se retouche beaucoup. À chaque fois qu'on jase, tu sais, combien de fois qu'on parle d'expérimentation ensemble, c'est juste comment est-ce qu'on encourage différemment les gens à expérimenter, mais c'est ça qu'on veut. On veut que les gens essayent. On ne veut pas que les gens restent pris où ils sont sans avancer. C'est fou comment est-ce que les gens peuvent rester paralysés des fois. C'est qu'on les enseigne depuis qu'ils sont jeunes à pas oser. Tu sais, un bon rouage dans une machine, ça n'essaye pas des nouvelles choses. Mais quand tu es un coach,
puis surtout ce que tu fais, puis ce que nous on fait, on est là pour enlever la peur qui est soit perçue ou soit pas perçue d'essayer de faire quelque chose de neuf, d'aller plus loin, de passer ses limites. Et on les met nos propres limites nous autres mêmes, puis on se crée notre propre cage. Donc, ce qu'on fait, c'est de façon un petit peu différente, mais on aide les gens à passer au-delà de ça. Moi, un coup de pied, puis toi, en le temps dans la main. Mais tu sais, des fois aussi, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de la culture d'entreprise qui se mêle à ça. Stéphane, je suis curieux de savoir, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? C'est une bonne question. Je ne me la fais pas demander souvent. Tu sais, moi, je viens d'un monde technique. Hein. Les gens oublient des fois, les gens qui me connaissent bien, comment est-ce que tu es parti de tout ça pour te rendre à ce que tu fais maintenant? Mais à un moment donné, j'ai fait beaucoup de techniques quand j'ai fait à peu près tout ce qui est possible de faire en développement logiciel, d'architecture, de gestion de projet, coordonner des équipes, gérer des équipes, mener des équipes, diriger, être un gestionnaire d'équipe. Et puis, à un moment donné, ce que j'ai réalisé, c'est que je commençais à être le grand frère des équipes avec lesquelles je travaillais. Puis le développement m'intéressait un petit peu moins parce que j'étais pas aussi intéressé à courir sur la roue technologique, de se tenir à date, puis tout ça. Puis tranquillement, à travers mon rôle, je travaillais avec des équipes quand j'étais chez IBM, des équipes qui étaient basées partout autour du monde, en Inde, en Chine, en Égypte, en Israël, aux États-Unis, au Canada, partout. Et puis, j'étais rendu la colle qui aidait les gens à communiquer, qui aidait les gens à se parler. C'est arrivé comme par accident. Je n'ai pas dit c'est ça ce que je fais. C'est juste ça qui est comme arrivé. Puis, à un moment donné, quand j'ai décidé de quitter IBM, j'ai été dans une autre compagnie comme coach. C'était la première fois que je faisais officiellement un travail de coach. Et puis, je dis souvent que ça a été la pire année de ma vie, cette année-là, dans ma carrière professionnelle. Et en même temps, c'est l'année qui a commencé à me transformer le plus. Donc, j'ai appris tout du moins ce que j'aimais pas. Vous parliez dans vos valeurs, vous parlez de livrer de la valeur. Moi, mon focus est beaucoup sur ça dans ma vie en général. Quand je travaillais avec mes collègues pendant cette année-là, tout ce qui faisait que j'étais bon par le passé a fait que j'étais rendu un Christi d'arrogant. Mais tout ce qui a fait que j'étais bon avant est tout d'un coup devenu quelque chose qui jouait contre moi. Puis là, j'étais plus bon, j'étais plus performant. Là, j'étais rendu l'arrogant, le méchant, le ci, le ça. Puis ça m'a tout forcé à me remettre en question, puis à regarder mon leadership de plus près. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que j'avais un choix à faire parce que dans la compagnie où j'étais, c'était quand même une bonne compagnie, 35 heures semaine, beau plan de retraite. Tout ce que j'avais à faire, c'était prendre la pilule bleue, puis d'accepter de m'endormir, puis d'accepter de ne pas être moi, puis de ne pas trop brasser le système. Ah, c'est génial comme comparaison, la pilule bleue, man. C'est génial. Ouais. Maurice est crampé. Respire, Maurice. Ça. Puis, à un moment donné, j'ai pensé à ça, puis j'ai dit, c'est quoi que je veux vraiment? Puis j'ai dit, c'est pas moi. Fait que je suis parti. Je suis parti, puis j'ai commencé à faire du coaching. Puis j'ai eu une grosse passe dans ma vie où j'ai eu des gros bouleversements, où j'ai fait beaucoup de développement personnel dans les 5-6 dernières années. Puis ça a vraiment changé le type de personne que je suis dans la vie. Puis maintenant, je fais ce que je fais parce que j'ai eu l'habitude dans ma vie d'être bon, d'être performant. Puis à un moment donné, ça faisait plus de sens performer pour performer. Ça faisait plus de sens pour moi. Fait que j'ai dit, OK, là, tu vas faire quoi? C'est jusqu'où que tu vas te pousser ou où est-ce que ça arrête? Puis à un moment donné, j'ai décidé à la place de redéfinir ce que ça voulait dire performance pour moi. Et puis que performance était d'aider les autres à se dépasser. Et puis, j'ai comme fait un shift dans ma vie à cause de ça. C'est pas à propos de toi. C'est une phrase que nos auditeurs entendent régulièrement, ça. Oui. Une variante de ça, c'est au service de qui, au service de quoi? Ouais. Si c'est au service de toi, c'est probablement pas nécessairement bon pour tout le monde tout le temps. Ou au service de ton patron. Oui. Oui, au service de ne pas déplaire à ton patron. Mais tu sais, ton patron ça va peut-être même pas le déplaire que tu brises une règle, comme vous dites si bien. Oui, oui. Oui, c'est de réussir à trouver c'est quoi la cause, qu'est-ce qui va nous animer, à quoi on peut acheter. C'est là qu'on commence à voir grand, puis à rêver grand, puis à déployer ses ailes pour vrai. La cause. Oui.
Puis moi, quand ma cause est devenue d'aider les gens à grandir, d'aider les gens à développer leur leadership, d'aider les gens à passer au travers du chemin que moi j'ai passé, ma vie a comme complètement changé, mon travail a complètement changé. Puis, tu sais, dans le mode que tu disais tantôt, tu sais, mes clients qui veulent des gens un peu plus sérieux, je peux dire à peu près n'importe quoi à mes clients, mais ils savent que j'ai pas d'agenda, ils savent que j'ai pas d'agenda caché. C'est pas mesquin. Ils l'acceptent, puis ça passe, parce que je te dis avec politesse et respect, mais je dis ce qu'il y a à dire. Fait qu'en gros, c'est ça qui m'a amené là. C'était la version courte, je pense. C'est un beau parcours. C'est parfait. Dans notre intro, on disait, t'es tanné d'entendre la question que les gens se posent, que moi, en tant que gestionnaire, est-ce que mon rôle est appelé à disparaître? Ouais. Puis ça, c'est un... On fait un lien avec les tendances, là. Est-ce que c'est parce que la gestion directive s'en va de plus en plus vers la gestion supportive? Donc, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que le gestionnaire devient... comment est-ce qu'on dit ça? Non? Il est complètement inutile à un moment donné si son équipe est trop bonne et trop autonome. Ben, l'idée, c'est une question d'inutile, mais il y a aussi une question de perception. Si ta perception d'être un gestionnaire, c'est donner des ordres, c'est sûr qu'éventuellement, si ton équipe devient indépendante, tu serviras pas mal moins. Mais si tu perçois ton rôle comme du support, là, c'est une autre question. C'est une autre discussion complètement. Puis je vous garantis déjà qu'un gestionnaire, souvent, qui ne donne pas des ordres, est perçu comme un gestionnaire mou. Oui, mais tu sais, tout ça, c'est assez mélangeant maintenant. Moi, je me sentirais mal à être gestionnaire dans un monde maintenant. Parce que dans beaucoup d'entreprises, parce que, tu sais, on veut que les gestionnaires soient des coachs. Mais là, un coach entre ce que moi je fais, ce que vous autres vous faites, puis ce qu'on s'attendrait d'un gestionnaire comme coach, on s'entend qu'il y a une grosse marge. Right? Puis ces gens-là ne sont pas formés pour ça. Puis souvent, dans des rôles de gestion, on a beaucoup de gestionnaires, c'est des gens techniques, à un moment donné, qui se font promouvoir dans une entreprise parce qu'il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre path pour grandir dans l'entreprise. Mais ces gens-là, ils n'ont pas une formation de gestion. Non. C'est le fameux principe de Peter, là, souvent que ça donne. Ouais. Il n'y a pas une formation de gestion, ils n'ont pas une formation de coach, ils n'ont pas une compréhension nécessairement de ce qu'aucun de ces deux rôles-là est. Ils savent c'est quoi un boss parce qu'ils en ont déjà eu. Oui. Là, ils se font dire, un bon gestionnaire est supposé coacher, un bon gestionnaire est supposé poser des questions, il n'est pas supposé amener des solutions. Ben, attends une minute. J'ai fait ça toute ma vie. Ils ont fait ça toute leur vie, donner des solutions. Là, tu leur demandes de ne pas le faire. C'est pas facile. Puis encore, puis il y a une nuance. Moi, ce que j'essaie beaucoup de leur apprendre à ces gestionnaires-là, c'est tu es dans ton poste pour une raison. Sans dire que tu amènes toutes les solutions, parce que si tu amènes toutes les solutions, tu vas couper l'herbe en dessous des pieds de tes gens, puis tu vas leur faire prendre des mauvais plis. Puis après ça, tu vas te demander pourquoi ils t'en amènent jamais. Mais entre ça, puis jamais amener de solution du tout, il y a une nuance. Souvent, moi, ce que je parle aux gestionnaires, c'est comment est-ce que tu fais, j'appelle ça, moi, être une voix parmi les autres dans la conversation. Comment est-ce que moi, je peux amener une idée au même titre que toi, Olivier? Je peux challenger mon idée de la même façon qu'on peut challenger la tienne. Mais j'ai un droit de parole. Je suis un membre de l'équipe. Un parcours, une expérience, une expertise différente, ça donne un point de vue différent dans une conversation. Fait que l'idée est moins de savoir qui est-ce qui a raison ou juste pousser pour la voix, mais c'est en ramenant tout ce bagage-là de l'ensemble de l'équipe, c'est là qu'on va arriver avec quelque chose de vraiment extraordinaire parce qu'il y a des points de vue différents. Ben oui, parce que dans les organisations, ce qui arrive souvent, quand tu penses à ça, quand tu prends le temps de regarder ça objectivement, là, souvent, ce que je trouve qui arrive, c'est qu'on n'utilise pas assez l'intelligence collective. En plus, on va dire que nos gens sont désengagés. Ça, c'est l'ultime. On va dire que les gens sont désengagés, mais on ne leur demande pas c'est quoi les problèmes qu'ils rencontrent sur le terrain. On ne leur demande pas c'est quoi les solutions. À la place, comme gestionnaire, on se dit il faut qu'on les trouve parce qu'ils n'embarqueront jamais. Fait que là, on est comme pris dans un cycle. On est pris dans une boucle qui nous tient à la même place. Versus si tu es capable de dire ben Maurice, c'était une bonne idée, ça, boss, mais je ne suis pas sûr que je suis d'accord avec toi. Puis d'apprendre comment lâcher ton morceau, comment pas essayer d'avoir raison tout le temps non plus, là. C'est pas tout le temps facile d'en arriver au point où les gens vont te challenger s'ils n'ont jamais vécu ça avant. S'ils ont tout le temps été sous un gestionnaire qui était très directif ou si toi-même tu as été très directif, tu décides de t'améliorer, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Là.
Ah non, ça ne soit pas du jour au lendemain. Clair. Parce que les gens ont l'habitude de toi d'une certaine façon. Ouais. Fait que là, tu sais, c'est un petit peu comme si tu arrives du jour au lendemain. Tu sais, ça fait 15 ans que je travaille pour toi, Olivier. Tu m'as dit quoi faire, quand le faire, comment le faire. Et si je suis chanceux, tu m'as même dit quand prendre mes pauses bio. Puis là, tout d'un coup, tu me dis, Steph, mon grand, je te laisse décider. On est dans un nouveau monde maintenant. Auto-organise-toi. Moi, ma petite carte bullshit, elle va se lever tout de suite. Là. C'est clair. Je ne croirais pas, là. Mais on a beaucoup de ça dans les entreprises maintenant. C'est ça qu'il faut qu'on passe à travers pour se rendre à vos rébellions de pirates que vous parlez, puis comment est-ce qu'on fait pour briser des règles d'une façon qu'on fait juste tester si même nos croyances sont encore vraies ou pas. Oui, essentiellement, toute notre approche pirate puis notre approche de brisage de règles, ça vient entre autres d'essayer d'expliquer aux gens. Tu sais, quand on me demande, mais jusqu'où ça peut aller, tu sais, on dit ça en théorie, là, parce que c'est clair qu'une approche plus égale, ça marche pas. Fait que jusqu'où est-ce que ça peut aller? Puis là, je commence à lui parler de tribal leadership. Mm-hmm. Puis je parle du 4e palier. Même pas au 5e, juste au 4e, quand les gens sont vraiment rendus une équipe. Tu sais, pas juste des gens qui travaillent ensemble, ils ont dépassé ça, ils travaillent ensemble pour un but commun. Juste ça, c'est réussir à expliquer ça à des gens qui ne sont pas proches de l'avoir vécu, ça sonne comme juste de la fabulation. Puis je sais que toi, tu connais très bien Tribal Leadership, hein? Oui. J'aimerais faire une petite parenthèse ici. Pour ceux qui ne connaissent pas Tribal Leadership, Maurice a fait une capsule vidéo sur ce livre-là, entre autres, que vous trouverez sur notre chaîne YouTube. Excellente capsule. Puis, j'ai aussi une vidéo d'une conférence de 75 minutes que j'ai faite sur le sujet. Excellent. Si vous voulez écouter. Excellente plug. Et ça vaut la peine de l'écouter. On avait commencé à parler de ta phrase du départ avec le rôle du gestionnaire qui serait appelé à disparaître, puis tu n'es pas d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord. Je refuse. C'est bon. Ben, explique-nous en quoi tu n'es pas d'accord. Ben, moi, ce que je trouve souvent, c'est que, tu sais, quand on parle d'équipe, puis on parle d'équipe multidisciplinaire, une équipe multidisciplinaire dans un rôle agile, ça veut dire une équipe qui a toutes les capacités requises pour livrer un projet. Puis, quand on y pense, le gestionnaire, il y a des choses qu'il fait qui sont spécifiques à un gestionnaire, spécifiques au rôle de la gestion. Quand on parle de la gestion, on va parler de choses comme embaucher des gens. C'est sûr qu'on va impliquer des équipes à l'intérieur du processus d'entrevue, mais quand on parle de signer le contrat, faire l'offre, toutes ces choses-là, à ce niveau-là, ça va peut-être être un peu plus le gestionnaire qui va faire ça. Il y a certaines conversations pour parler à des hauts dirigeants que pour faire de la reddition de compte. Ça va peut-être plus être un gestionnaire au début qui va savoir les bons mots à utiliser, les bonnes façons de s'exprimer pour que ça passe mieux, pour que le message soit bien compris, etc., etc. Donc, moi, ma vision autour du gestionnaire, c'est que le gestionnaire n'a pas nécessairement besoin d'être un patron, mais le gestionnaire, lui, peut faire certains rôles dans l'équipe qui sont propres à la gestion. Ça peut être ça, son rôle dans l'équipe. Puis son rôle va être de montrer ça au reste de l'équipe, puis d'aider l'équipe à grandir dans ça, mais son rôle ne disparaît pas, son rôle change. Exact. D'où la tendance qu'on enseigne qui est du leadership directif au leadership sportif. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a absolument plus de leadership directif, parce que des fois, ça donne que le gestionnaire a l'information que l'équipe n'a pas nécessairement. Mais le fait est, grosso modo, la plupart des responsabilités du gestionnaire deviennent plus dans des rôles de... J'aime pas utiliser le mot support parce que c'est plus comme un rôle de piédestal. Tu sais, tu soulèves l'équipe. Tu fais pas juste les encadrer puis faire des photocopies pour eux autres. Là. Oui, puis ça, tu sais, j'en ai vu beaucoup là, depuis 2008 des conversations autour des gestionnaires agiles. Là. Et puis, tu sais, à un moment donné, c'était, tu n'as pas le droit de nommer ton opinion, c'est l'équipe qui décide. Mais tout ça, ça crée de la confusion. Parce que les équipes, au début, ils ne savent pas comment décider ensemble. Ils ne savent pas comment diriger des fois la décision, comment la prendre. C'est quoi qui est utile pour la prendre. Fait que ça prend quelqu'un pour les guider, pour les aider. C'est pas vrai qu'on va asseoir un paquet de gens ensemble et juste leur dire décider. Ils vont décider, mais basé sur quoi? Ça crée pas juste la confusion aussi, ça crée la confrontation. Je l'ai vécu, là. Ouais. Tu sais, l'histoire là, des cochons et des poulets, là.
Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, OK, c'est une histoire qu'on raconte souvent, là. Un cochon puis un poulet qui décident de s'ouvrir un restaurant de déjeuner. Oui, mais qu'est-ce qu'on va vendre? Parce que toi, le poulet, tu mets tes œufs seulement en jeu. Moi, je mets ma vie, parce que le cochon, évidemment, c'est sa viande. Fait essentiellement, dans une équipe agile, il y a ceux qui mettent leur vie en jeu, si tu veux, leur gagne-pain en jeu, ceux qui font. Il y a ceux de l'extérieur un petit peu, à côté, les patrons, les stakeholders, ceux qui sont qui gravitent autour de l'équipe, qui eux, c'est des poulets. Eux, ils mettent seulement leurs œufs en jeu. C'est pas grave si l'équipe ne livre pas, eux perdent pas leur travail. Et puis, c'est cette belle histoire-là que ça en a inspiré plusieurs. Hein? Il était temps que les patrons ne se mêlent plus de notre travail. OK? Ben, ça a créé beaucoup plus de confrontations jusqu'à date, d'après mon expérience, que ça a créé de la collaboration. Là. Les poulets, vous n'avez pas d'affaires ici. T'sais. Oui, bien, tu sais, un exemple similaire que j'ai déjà vu chez quelques-uns de mes clients, c'est les gestionnaires de projets. Des gestionnaires de projets qui avaient l'habitude d'aller avec leur bottine et puis de donner des coups de pied aux équipes pour les faire avancer, pour qu'ils mettent le focus sur des projets, pour qu'ils livrent à temps, etc., etc., etc. Ouais. Ben, tu sais, ça m'est arrivé plusieurs fois chez des clients que quand les équipes apprennent à s'auto-organiser, à faire assez quand même leur propre gestion de projet, là, on a la conversation où ils ne veulent plus avoir de gestionnaire de projet. Là, tu dis, OK. Là, vous allez me dire que vous faites tout ce qu'un gestionnaire de projet fait. Ben oui, OK, cool. Fait qu'on s'entend que vous gérez le projet comme tel. Mais toutes les négociations avec des revendeurs, des négociations de contrats en arrière, allez-vous prendre ça aussi? Parce que si on enlève, ça aussi, ça part. Ça aussi, il faut que vous vous en occupiez. Non, c'est pas notre rôle. Mais on veut juste plus de coups de pied. Une solution qu'on avait développée pour adresser ça, tu connais les corsaires, Stéphane? Oui. Un corsaire, c'est un pirate avec un permis. Okay? C'est un pirate qui travaille pour quelqu'un d'autre. Habituellement, c'était une nation qui allait engager des équipes autonomes, essentiellement. Ils ont un bateau, dans n'importe quel autre contexte, ce seraient des pirates. Ils font pas mal de ce qu'ils veulent, mais ils leur donnent une lettre de marque, c'est-à-dire une autorisation d'opérer comme ils sentent bon de faire, mais avec des contraintes. Tu ne peux pas attaquer tel bateau, tant doit être remis au coffre du pays, tu dois uniquement opérer dans telle zone. Fait qu'on a ramené ce même concept-là entre les gestionnaires et puis les équipes pour réussir à créer un bac à sable, une zone dans laquelle ils vont être capables de pouvoir opérer par eux autres mêmes. Puis à ce moment-là, en définissant la relation entre les gestionnaires et puis les équipes, la conversation devient beaucoup plus difficile, puis elle arrête d'être confrontationnelle parce que maintenant, ils travaillent vers un but commun qui est explicite, avec des conditions qui sont claires. Puis, tu sais, pour aller par rapport à ce que vous disiez pour les confrontations, l'autre chose qui arrive aussi avec des équipes auto-organisées, c'est de dire on est auto-organisé devient presque un moyen de défense. Non, Maurice, tu ne peux pas nous dire quoi faire. On est une équipe auto-organisée. Si on ne veut pas faire de daily, on n'en fait pas. Attends une minute. À quoi il sert le daily? Est-ce qu'il sert à vous synchroniser? Oui, OK. Si vous ne faites pas de daily, comment allez-vous vous synchroniser? Ouais, mais on n'aime pas les daily. Ben, OK, mais comment vous pouvez les aimer plus? Ou tu le remplaces par quoi d'autre? C'est ça, exactement. Ça n'a pas besoin d'être ça, mais qu'est-ce qui remplit cette fonction-là? Exact. Dans la lettre de marque, c'est un peu ça. Nous, en tant que gestionnaire, tout ce qu'on vous demande, c'est la transparence. La forme que vous allez prendre peut être n'importe quoi. Si c'est un daily, si c'est un système informatique, n'importe quoi. Mais on veut un certain niveau de transparence, puis il y a un endroit pour vous parler avec vous autres. Proposer quelque chose, si vous... Fait que souvent, c'est le daily parce que c'est ce qui est simple, c'est ce qu'on connaît. C'est pas obligé d'être ça. Mais ça sert à une fonction. C'est ça. Puis, tu sais, moi, souvent, ce que j'enseigne aux gestionnaires avec qui je travaille, c'est la distinction entre être affirmatif et être directif. En tant que patron, en tant que gestionnaire, c'est correct d'amener des besoins d'affaires. Ça a besoin d'être fait. Absolument, absolument. J'ai besoin de tout ça. Maintenant, comment tu le fais? Ça, c'est une autre conversation. Mais ça, c'est le besoin qu'on a besoin d'avoir comblé, qu'on a besoin que vous combliez. Oui, bien c'est ça. Justement, tu l'as dit, tu parles de besoin. Nous autres, on y va avec la valeur. C'est plutôt que de dire j'ai besoin. L'exemple que je donne souvent, c'est celui du nouveau site Web.
Si je te dis à toi, mon exécutant Stéphane, j'ai besoin d'un nouveau site web, tu vas me refaire un nouveau site web. Il va être différent, il va avoir d'autres couleurs et puis tout ça. Puis là, je ne serai pas content parce que tu n'auras jamais su le pourquoi j'en ai besoin. Si, par exemple, je te dis j'ai besoin d'avoir un nouveau site web parce que je veux plus, je vais avoir 20% d'augmentation sur mon taux de conversion, c'est pas le même site web que tu vas faire. C'est ça là, qu'on dit aux gestionnaires. Si vous voulez bien gérer puis bien communiquer votre besoin, dites c'est quoi le résultat final, le bonus que vous voulez gagner avec la tâche que vous leur donnez. C'est la meilleure façon pour que les gens puissent donner le meilleur de leur expertise puis de leur expérience, plutôt que juste livrer ce que tu as demandé. Mais ça demande de la confiance. Oui. Ça demande beaucoup de confiance. Puis ça, c'est un autre des défis des fois que certains gestionnaires vivent, c'est que des gens ne répondent pas aux attentes. Mais tu sais, moi, je trouve ça maladroit des fois parce qu'ils en veulent à leurs équipes de ne pas répondre aux attentes, mais ils n'ont jamais nommé des attentes clairement. Fait que c'est comme, comment est-ce que tu veux être fâché quand tu n'as pas dit pourquoi tu voulais ça? C'est évident, Stéphane. Parle-moi en plus. Pourquoi c'est évident, Maurice? J'ai pas compris, moi. Mais là, c'est clair, on travaille tous en même place, là. Hein? Ouais. Le besoin, il est clair. Là. Ouais. Ou des fois, tu sais, c'est un petit peu la notion de ne pas être capable de faire une demande claire. Tu sais, un exemple bien niaiseux, là. Dans ma famille, avec mes enfants, des fois, j'ai un garçon de 15 ans et une fille de 12 ans. Tu sais, quand la fameuse phrase qui tue, là, il me semble que la vaisselle aurait besoin d'être partie ce soir. Ben oui, OK. Moi, je me trouve tout le temps chanceux quand on fait ça et qu'ils partent. Je me dis, why do you do that? On ne vous a même pas demandé clairement. Vous avez le droit d'ignorer, là. Mais c'est la même chose en affaires. On ne dit pas notre raison en arrière. On ne dit pas des fois notre attente, mais on mesure si l'attente est comblée ou pas. C'est souvent très implicite. Mais vous savez pourquoi? Parce que bien souvent, les gestionnaires qui vont faire des demandes comme ça, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la raison en arrière non plus. Ils font juste répéter ce qu'ils se sont fait dire. Oui. Puis eux autres, ils ne peuvent pas avouer que c'est le cas. Oui. Puis d'essayer de poser des questions. Tu sais, si leurs gens retournent et leur demandent, pourquoi qu'on a besoin de ça, Maurice? Ben là, tu vas avoir des balbutiements, tu vas avoir toutes sortes de choses, mais pas nécessairement la réponse. Parce que je te l'ai demandé, puis parce que je payais 2 zéros de plus que toi. Ah! La réponse à ça, c'est qu'est-ce que ton leadership génère? Est-ce que ton leadership génère de l'engagement ou de la conformité? Des résultats. Oui, mais les résultats, ça t'amène de la conformité aussi. Ça t'amène une organisation qui est moins flexible, qui fait exactement ce que tu dis, qui n'a pas d'imagination. Puis après ça, tu te demandes pourquoi tu n'as pas les résultats que tu recherches. Oui. La métaphore de la machine qui doit être bien huilée puis tout fonctionne avec chaque morceau à sa tâche, c'était dépassé quand ça a commencé à être utilisé au 19e siècle. Donc, imaginez aujourd'hui. Oui, mais tu sais, on est comme dans un monde de transition, par exemple, parce que les gens, il faut qu'ils apprennent ce qui est correct maintenant. Comme je te disais tantôt, les gens ont vécu souvent un historique. Dans d'autres entreprises, dans leur carrière, dans la même compagnie, peu importe. Puis, je suis en train de coacher quelqu'un dans le moment. Puis, c'est une personne qui est super intéressante, super le fun. Puis, une des choses qu'elle m'a exprimé dernièrement, c'est qu'elle me disait, tu sais, Steph, elle dit, moi, j'ai pas l'habitude de prendre des décisions. Ça fait 20 ans que je travaille dans l'entreprise ici. La dernière chose qu'on m'a demandé de faire, c'était de prendre une décision. Mais là, on me dit que j'ai le droit. Puis, qu'est-ce que je fais? Comment je fais ça? J'ai-tu vraiment le droit? Si je prends la mauvaise, il arrive quoi? Ben oui. C'est un apprentissage. C'est ça correct. Puis, tu sais, des fois, parlant de ça, là, moi, ce qui me choque des fois, c'est d'entendre qu'il faut donner le droit à l'erreur aux gens dans les entreprises. Tu parles de phrases tu me demandais avant qu'on commence, la phrase qui choque, là. Celle-là, là, elle me fait virer bleu. Pas mal bleu. Parce qu'à mon avis, on ne devrait pas donner le droit aux gens de faire des erreurs dans les entreprises. On ne devrait pas, parce que si on fait ça, on admet, on garde notre culture existante, on n'essaie pas de la changer. Moi, ce que je suggère souvent aux gens, c'est essayer de développer une culture qui valorise l'apprentissage. Parce que si on fait quelque chose sous une forme d'expérience, parce qu'on essaye clairement d'apprendre quelque chose,
ben on n'en fera jamais d'erreur parce qu'on va tout le temps apprendre. Fait que si on est capable de faire ce switch-là, on va être beaucoup plus gagnant qu'en disant qu'on a le droit de laisser donner le droit à l'erreur aux gens. Parce que ce n'est pas une erreur. En même temps, je suis très d'accord avec ce que tu dis. Puis en même temps, c'est pas des erreurs, c'est de l'apprentissage. Moi, ça, c'est une de mes phrases qui me choque à mort. Parce que on peut plus faire d'erreurs maintenant. On fait juste apprendre. Puis, on a appris. C'est magnifique. Tu sais, l'ultra-positivité autour de manquer ton coup vient qu'en bout de ligne, que les gens apprennent pas pour vrai. Ce que j'essaie d'amener comme discussion, c'est OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les risques de qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu puisses recadrer, réaligner ton tir en cours de route pour que ça ne devienne pas une erreur à la fin, mais que ça devienne une dizaine de petits réajustements jusqu'à temps que tu arrives au bout. Ouais. À ce moment-là, c'est plus une question de faire des erreurs ou pas, c'est plus une question de failure, c'est plus une question de on a appris, tu vas apprendre, puis tu ne failleras pas. Mais je sais pourquoi ça t'achale, cette phrase-là. Ça, à mon avis, à mon humble avis, ça t'achale parce que les gens utilisent ça comme échappatoire. Moi, quand je parle de faire une expérience, j'ai un petit framework que je donne aux gens. Puis je leur demande, c'est quoi l'expérience? On est-tu capable de la nommer, l'expérience, en une phrase ou deux? Si on n'est pas capable de la nommer, là, c'est pas une expérience qu'on fait. C'est que je leur demande, qu'est-ce que tu essayes d'apprendre en faisant ça? Puis si ça marche, c'est pas une bonne réponse. Qu'est-ce que tu essaies? Ça ne peut pas être un oui ou non, ça ne peut pas être un si ça marche. Il faut que ce soit quelque chose à développement, là, quelque chose qui va te faire penser, puis que tu vas vraiment conclure que tu as appris quelque chose. Parce que sinon, l'expérimentation, comme tu en parles, moi, j'appelle ça l'assiette de spaghetti. C'est l'assiette de spaghetti que tu prends, que tu lances au mur. Puis là, je traduis peut-être mal une expression anglaise, mais c'est pas grave. Mais c'est comme lancer une assiette de spaghetti au mur puis espérer que ça colle. Si ça ne colle pas, on va prendre une autre assiette de spaghetti puis on va lancer celle-là. Mais si tu commences à te demander consciemment, c'est quoi mon expérience? Qu'est-ce que j'apprends? C'est quoi que je veux apprendre en faisant ça? Tu vas déjà être à une meilleure place que ce que tu mentionnes. Oui. L'art de définir, pas besoin de tomber dans le piège de définir, de prendre 3 mois d'analyse avant de définir quoi que ce soit, mais juste de définir le cadre d'opération, qu'est-ce qu'on veut accomplir, c'est la base de tout. De se donner des opportunités à court terme de pouvoir te réajuster. Donc, tantôt, on parlait de leadership directif puis de leadership sportif. Mais toi, tu as une autre approche que tu vas amener. Là. Quelque chose qui est un peu entre les deux. Oui, ce que je parle souvent, moi, puis c'est drôle, ça a été inventé à l'IBA un soir. Je faisais une conférence sur Tribal Leadership, justement, puis à la fin, les gens me posaient des questions, puis la question était autour, oui, mais c'est quoi le plus gros problème de leadership dans les entreprises? Puis j'étais découragé. J'ai dit, les leaders ne sont pas assez co-créatifs. Puis là, je dis, hey, leadership co-créatif. Puis depuis ce temps-là, j'écris des articles sur ça. Leadership co-créatif, c'est un petit peu, moi j'ai un peu, comme je disais, inventé le terme, un peu par découragement de comment est-ce que tu décris ça, ces qualités-là. Puis moi, je pense autour de 5 qualités clés pour un leadership co-créatif, 5 aptitudes clés. Puis la première aptitude, c'est d'être une voix parmi les autres dans la conversation. Fait que ça, on en a parlé un peu tout à l'heure. Mm-hmm. C'est dans une conversation, comme leader, comment est-ce que tu peux faire pour juste, l'exemple extrême, là, c'est des leaders qui me disent, tu sais, Steph, moi, quand je rencontre mon équipe, là, je parle en dernier. Parce que dès que je dis quelque chose, les gens prennent mon idée, là, puis c'est tout. Là, je leur dis, OK, c'est cute, mais chaque fois que tu fais ça, tu gardes le dernier mot. C'est comme là, tu gardes la masse pour la fin, intentionnellement. Je dis, c'est tout ça que tu veux? Il dit, non. Comment est-ce que tu peux être une voix dans la conversation, écouter ce qui se dit, bâtir dessus, amener une idée, puis quand les gens veulent sauter sur ton idée, que tu dises, hey, wow, c'est pas parce que c'est moi qui ai dit que c'est une bonne idée. Là. Ça, il faut que tu marches un petit peu sur ton ego pour ça, parce que peut-être que tu crois que c'est une bonne idée, parce que tu l'as amené. Mais comment est-ce que tu peux te détacher de ça, écouter ce que les gens disent autour aussi. Donc, si par exemple, Maurice t'amène un bon point, Olivier amène un bon point, comment est-ce que tu fais le pont entre les gens pour aider les gens à voir que l'idée de l'autre est bonne, qu'on devrait peut-être s'écouter, puis peut-être ce bout-ci de l'idée de Maurice, ce bout-là de l'idée d'Olivier, et on est en business. Donc, la première aptitude, c'est autour de ça, être une voix parmi les autres dans la conversation. La deuxième, c'est de déchaîner les leaders autour de vous.
Puis, déchaîner des leaders, on a tellement ce que j'appelle des leaders en dormance dans les entreprises. Des gens à cause qu'ils n'ont pas le bon titre dans leur entreprise, je m'excuse, là, mais tu ne peux pas être un leader ici, ça ne marche pas, c'est pas correct. Mais tu demandes à ces gens-là qu'est-ce qu'ils font à l'extérieur du travail. Puis, tu sais, c'est des coachs de hockey de tes enfants. C'est des gens qui sont des chefs de la patrouille de sécurité. Ils ont des rôles extraordinaires dans leur communauté, mais parce qu'ils n'ont pas le bon titre au travail, on ne leur accorde pas le droit d'être un leader au travail. Mais on a tellement de problèmes maintenant dans les entreprises à engager des bonnes personnes que, tu sais, on est fou d'éteindre les gens, mais pourtant, on le fait tout le temps. Ce qu'on veut faire, dans le fond, comme leader co-créatif, c'est de reconnaître les gens qui ont du leadership et puis les laisser l'exprimer, les laisser être les leaders qu'ils peuvent être, puis comprendre qu'on peut être plus qu'un leader en quelque part, puis on est correct aussi, là. La troisième, c'est de danser avec le système qui nous entoure. Donc, ça, c'est comment est-ce qu'on amène notre gestion en utilisant un mode qui est un peu plus de pensée systémique. Au lieu d'utiliser un mode plus traditionnel, d'essayer de faire un gros plan à l'avance pour notre gestion de changement, puis qu'après ça, on s'imagine qu'en ayant notre gros plan, on a juste à l'exécuter puis ça va tout marcher. La vraie vie n'est pas de même. La vraie vie c'est cool de savoir où on commence, mais on devrait être en mesure de sentir avec notre environnement où aller avec le changement en fonction de ça. Puis ça, c'est danser avec le système qui nous entoure. Le quatrième skill, c'est bâtir la capacité des gens. C'est de comprendre, là, moi, je parle beaucoup de lever des poids quand je donne cet exemple-là. Tu sais, quand tu commences à t'entraîner, tu vas au gym, tu fais des curls, puis là, tu lèves 15 livres, puis là, tu réalises à un moment donné, 15 livres, c'est facile. Au début, c'est tough. Après une semaine, c'est facile. Là, je vais à 20. Puis là, je vais à 25. Puis après quelques semaines, je suis rendu à 40. Quand je retourne à 15, qu'est-ce qui arrive? Facile. C'est le même poids, là. Mais j'ai bâti la capacité, j'ai bâti le muscle. Quand on demande des choses à nos équipes, parce qu'on leur demande de lever 200 livres, des fois sans même réaliser qu'on leur demande de lever 200 livres. C'est pour ça que c'est important de développer la capacité de nos gens et puis de les rendre plus capables. Puis la cinquième compétence, c'est d'être capable de créer un environnement qui favorise apprendre, mais en faisant. Au lieu de passer des mois à parler de comment est-ce qu'on va faire quelque chose, comment est-ce qu'on peut juste apprendre, mais en le faisant. En faisant des petits bouts, puis en itérant, puis on retourne dans la conversation qu'on avait tout à l'heure sur l'expérimentation. Mais le leadership co-créatif, pour moi, c'est autour de ces 5 aptitudes clés-là. Ce qui est important de bien réaliser ici, là, à aucun moment, il faut que tu sois dans une position d'autorité pour faire ça. N'importe qui est capable d'adopter ça. Oui, n'importe qui. Mais c'est un mindset. Puis, tu sais, pour ceux qui ne sont pas dans une position dite de leader, c'est d'avoir le courage de le faire quand même. Puis là, on tombe dans votre mode d'être les disrupteurs. On tombe dans votre mode de comment est-ce qu'on fait on se donne la permission. On ne l'attend pas, on l'attend. Sans perdre notre emploi. C'est ça, tu sais. On parle beaucoup avec de la bravado, mais quand on l'enseigne aux gens, on le fait commencer un petit peu plus petit. On le fait commencer par, écoute, si tu veux avoir un impact, un poids dans l'entreprise où est-ce que tu es, même si tu n'es pas dans une position décisionnelle ou dans une position d'autorité, ça reprend un réseau autour de toi de gens qui te font confiance. Puis comment tu peux réussir à bâtir ça? Aide-les. Tu as été embauché parce que tu es bon à faire quelque chose. Bien, utilise ça pour rendre les autres meilleurs. Aide-leur, eux autres, à gagner des nouveaux super pouvoirs. Puis la confiance, ça va se créer. Peu importe t'es qui, tu peux avoir 17 ans, puis tu commences, puis tu aides des gens avec la compétence que tu as qu'eux autres n'ont pas. Puis tu vas finir par te positionner en tant que leader parce que tu vas les aider à amener plus loin. Tu vas après ça connecter différentes personnes ensemble parce que tu vas en connaître tellement. Donc, puis comme tu dis, c'est bien, c'est pas à propos de briser une règle juste pour la briser. Tu commences par briser celle qui semble safe à briser. Exact. Ouais. C'est souvent des petits irritants. Hein? Ben, des affaires au quotidien que personne ne regarde, mais de temps en temps, il y a un spot check, puis là, tu te fais chicaner. Là. Ouais. Mais l'idée, c'est pas juste d'arrêter de le faire, puis c'est tout. C'est de proposer quelque chose de mieux, qui c'est moins irritant, puis qui a des meilleurs résultats. Ça va être difficile de faire comme retourne comme c'était avant. Puis après, si tu vis dedans au jour le jour avec cet irritant-là, c'est toi qui vis avec. C'est à toi de le changer. Là. C'est probablement quelqu'un d'autre qui a décidé qu'il fallait faire ça. Des fois, il n'est même plus là dans la compagnie. Des fois, il n'est même plus là. Des fois, ça devient juste... Tu sais, c'est la fameuse conversation qui dit « c'est comme ça que ça marche ici ». C'est on a toujours fait comme ça. Hein?
Ouais. Ben, moi, où c'est écrit? Moi, c'est ça la question que j'aime poser. Montre-moi où c'est écrit. Parce que si tu montres où c'est écrit, on va peut-être trouver c'est qui l'a écrit. Puis là, on peut aller poser la question à cette personne-là. Personne l'a écrit. C'est qui va avoir l'air fou parce que le contexte a changé 73 fois depuis. C'est le gars qui l'a écrit. Et puis c'est ceux qui ne l'ont pas changé aussi. Oui, mais ceux qui n'ont pas adapté. Mais même à ça, tu vas aller voir la personne, puis la personne risque de te le dire, c'est complètement ridicule. Ben non, il faut le changer maintenant. Ouais. Mais la personne ne se rappelle peut-être même plus que c'est là aussi. Ils ont écrit ça. mais c'était un one-shot que j'avais fait. Ils l'ont pris pour du cash. Oui. Si tu étais plus pirate, toi, Stéphane, qu'est-ce que tu changerais? C'est une méchante bonne question. Tu vois, moi, j'essaierais de tester des limites, mais de tester les limites tout en j'essaierais peut-être d'encadrer, puis je ne sais même pas pourquoi je dis ça, parce que je sais que généralement, ce que vous faites, c'est relativement safe pour les gens. Ils se pensent plus en danger qu'ils sont vraiment, plus souvent qu'autrement. Là. Vraiment, oui. Ouais. Mais moi, j'essaierais de voir jusqu'où qu'on peut pousser la limite. C'est quoi au juste la limite? Parce que des fois, même la limite qu'on s'imagine qu'on peut pousser, là, des fois, on ne la met pas assez loin. Oh, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Si j'étais plus pirate, moi, des fois, puis je mettrais un petit peu moins de filtre, des fois. Puis des fois, je demanderais un petit peu moins la permission. Mais je me tire d'avoir des conversations tough parce que souvent, je demande la permission. Si j'étais plus pirate, je demanderais moins la permission. Je frapperais un petit peu plus fort dans la mythe des fois. Il y a des fois, avec les années, je m'assagis. Ah oui? Je t'ai-tu compté mon dernier client? Oui. Donc, pour nos auditeurs, c'était un mandat que je n'avais pas envie de faire. C'est un mandat que j'avais besoin de faire. C'est la dure réalité de la vie d'un consultant. À un moment donné, il faut que tu manges. Mais ça ne me tentait pas. Pas pour ce client-là, pas pour ce genre d'organisation-là. Fait que j'ai fait exactement ce que tu viens de décrire, Stéphane. Je me suis demandé jusqu'où je suis capable de pousser pour voir ça va prendre quoi pour qu'ils me mettent dehors. Puis ils ne l'ont pas fait. Puis on a changé des choses tellement loin, tellement vite. Puis j'ai essentiellement, puis non seulement ça, mais je ne m'en suis pas caché. Je pense que la phrase que j'ai répétée le plus souvent là-bas, c'est « Maurice, c'est un pirate, puis Maurice, il fait ce qu'il veut ». Puis ça, c'est une attitude qui a commencé à se disperser dans l'organisation, puis les gens ont commencé à faire ça aussi, puis shaker leurs règles, pas nécessairement aussi drastiquement que ce que je pouvais faire, mais ils ont essayé de tester les limites, puis sont aperçus à quel point les limites étaient pas mal plus éloignées que ce qu'ils pensaient. Ouais. Il faudrait qu'on se trouve un client pour faire ça ensemble là-bas. Tu aurais du fun, je pense. Moi, j'ai trouvé, tu sais, une des choses que j'ai poussé une fois un client, puis quand je l'ai fait, j'ai dit « Ouh! » J'étais en train de jaser avec un de mes clients, puis c'était un directeur dans une compagnie. Puis ce qui arrive, c'est que lui, il me parle de difficultés qu'il a avec son gestionnaire à lui. Fait que là, il m'explique, puis je l'écoute. Là, j'ai dit, attends une minute, j'ai besoin de te demander quelque chose, OK? Je ne suis pas sûr, là, je veux juste mettre le bon contexte dans ma tête. C'est quoi ton rôle dans la compagnie? Il me dit, ben, je suis directeur de blablabla. Je dis, vraiment? Puis tu me parles comme ça? Attends, tu as du pouvoir, toi? Ben oui. Pourquoi tu me parles comme un de tes employés qui n'en a pas? Puis là, il est resté comme... non. Vas-y, là. Je peux entendre ça de tes employés, mais de toi? Vraiment? Ça avait créé une conversation intéressante. Il était gentil, le monsieur. Il l'avait bien pris. Mais moi, sur le coup, tu sais, c'était comme, oh mon Dieu, j'ai-tu poussé trop loin, tu sais? Mm-hmm. Moi, c'est beaucoup dans les conversations que j'ai tendance... Quand j'ai tendance à pousser, c'est dans les conversations. Puis quand j'ai tendance à pousser puis faire mon pirate de moi, ma version pirate de moi, là, c'est que je vais voir un VP, un DG, peu importe, qui peut être difficile, puis là, qui dit à ces gens, tu sais, que ça va pas bien avec ces gens, puis que il dit, quand j'y en parle, il dit, ben là, je veux juste qu'ils me répondent. Tu veux juste qu'ils te répondent. OK. Fait que là, je commence à travailler avec ces gens pour équiper ces gens pour être capable d'y répondre.
Là, c'est comme ça. Si tu veux, modérer avec toi après. Mais là, je vais leur montrer à eux, comprenant que c'est ton souhait. Ah, c'est bon, ça. Ça, c'est ma pirate. version de pirate. Si j'ai arrêté, là, ça, c'est ma version à moi de pirate. C'est be careful what you ask for. Je te dirai pas que je vais le faire, mais je vais le faire. Puis quand tu vas venir me parler, me dire que moi, je veux qu'ils me répondent tout. C'est pas ce que tu voulais? Ah, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Pour terminer la discussion, Stéphane, j'aimerais te poser une question. De toute la discussion qu'on a eue, c'est quoi la chose, selon toi, que les auditeurs devraient se souvenir? Que tout le monde dans une équipe a un rôle. Que tu sois le gestionnaire, que tu sois quelqu'un, n'importe qui dans l'équipe, tout le monde a un rôle. Ton leadership n'est pas attaché à ton rôle. Ton leadership est attaché à toi, personnellement. Comment est-ce que tu as le goût de te présenter? Comment est-ce que tu as le goût d'impacter ton environnement de travail? Puis, si tu ne prends pas la responsabilité de faire ça, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Je ne l'ai pas dit aussi blunt et aussi directement, là, mais il n'y a personne qui va le faire pour toi. Puis ça, je pense que c'est le plus gros de votre message que moi, je retiens quand je vous écoute. C'est tu es responsable de ta destinée. Puis, si tu n'essayes pas de changer des choses, chiale pas que ça ne change pas parce que tu es tout aussi responsable que les autres que ça ne change pas. Il n'y a pas personne qui va venir nous sauver. Non. We're so screwed! Là, il y a une chose que je voulais plugger au début, puis je n'ai pas eu l'occasion de le faire à date. Okay. Mais les gens qui ont travaillé avec moi ces dernières années m'ont entendu répéter une phrase assez souvent, habituellement après qu'on me regarde avec des grands yeux parce que j'ai essentiellement botté quelqu'un au derrière, verbalement, peut-être un peu plus fort que ce que j'aurais dû normalement. Puis ma réponse à ça est toujours la même. Maurice, il manque d'amour dans son cœur. Bien, la personne qui m'a dit ça en premier, c'est Stéphane. Ah, c'est toi, ça, Stéphane? Oui, c'est lui qui est le coupable. Okay. Fait qu'il te cite souvent. Et l'affaire, c'est que je pense même que c'était dans une formation que tu étais venu avec moi, qu'à un moment donné, le Evil Maurice a embarqué, puis que je t'avais jasé, puis que j'étais... Je pense que c'était pas là. Non? C'était à un mandat qu'on avait ensemble. OK. On avait été luncher à un moment donné, puis je me suis fâché contre un gestionnaire, puis j'ai juste eu besoin de ventiler un petit peu, puis en même temps, j'ai dit qu'est-ce que j'étais en train de faire. Puis Maurice, il était fâché contre le gestionnaire, j'étais fâché contre les équipes, parce qu'il était en train essentiellement de se creuser, toute la gang, une tombe ensemble, puis personne n'était capable de se parler, puis là, j'étais juste fâché. Puis là, je t'ai dit qu'est-ce qu'était mon intention. Puis c'est là que tu l'as dit, Maurice, tu manques d'amour dans ton cœur, tu devrais être plus compréhensif, puis les aider un petit peu plus, pas les frapper comme tu fais. Ça a été un moment définitif dans ma carrière parce qu'après ça, j'ai essayé de mettre plus d'amour dans mon cœur pour m'apercevoir que non, finalement, c'est pas moi. Comme un bon quartier-maître, OK, sur un bateau pirate, qui se fait élire par l'équipage, qui se fait élire pour en prendre soin, mais qui se fait aussi élire pour les botter pour être sûr qu'ils soient productifs et pour faire à la justice. Ben c'est ça, maintenant, c'est avec beaucoup d'amour que je vais lui passer une paire de claques. Oui, mais tant que tu as l'amour dans la claque, c'est correct. Parce que le ton est différent, puis elle va arriver d'une autre place. C'est vrai. Je vais le retenir. Maurice, tu manques d'amour dans ta claque. Mais ça part du même endroit. Je me fâche après les gens, des fois. Je les pousse. Je les laisse pas. Regarde, comme je fais avec toi, Olivier, puis comme tu as l'habitude de le dire, je prends ta situation, puis je te montre à quel point elle est intolérable, puis je te laisserai jamais l'oublier. C'est à moitié méchant, mais je le fais because I care, parce que je veux que tu ailles plus loin. Mais ça, c'est d'avoir l'amour dans ton cœur. Oui. Puis c'est juste, des fois, c'est d'avoir... Tu sais, ça m'arrive, moi, des fois, que je pousse des gens plus que ce que j'aimerais. Parce que je le sens qu'ils sont sur le point de craquer, mais je le sens aussi que je suis à la place. Il y a des gens, des fois, que je coach, que je pense que tu sais c'est quoi un peu, ils sont comme sur le bord. Mm-hmm.
Et ce qu'ils ont besoin pour traverser la ligne, c'est la grosse poussée ou le gros coup de pied. Puis des fois, quand c'est moi qui le donne le coup de pied, puis que je le sens que, tu sais, ils peuvent aussi bien abandonner après ça, là. Puis que je le vois dans leur visage, qui sont débinés, qui sont découragés, j'essaie de m'assurer qu'ils savent que je le fais parce que je les aime aussi, là. Parce que si je les aimais pas, j'aurais pas fait ce que je venais de faire. J'ai demandé déjà à quelqu'un jusqu'où va falloir que je te pousse avant que tu me frappes. Il était pas loin. Il fallait juste qu'il se rende compte de ce que je suis en train de faire puis qu'est-ce qui était en train d'y arriver à lui. J'ai mangé une claque. Je ne m'attendais pas à en avoir une pour vrai, mais bon, elle était méritée. Mais là, on dirait même que tu l'as invité. Ben, des fois, il faut, hein? Ouais. Sur ce, Stéphane, merci. Ça a été vraiment un plaisir de t'avoir parmi nous. J'espère que tu as aimé ton expérience et que tu reviendras lorsqu'on en aura besoin ou quand tu en auras besoin. La prochaine fois, il faut qu'on fasse un jeu. Je ne sais pas quoi, mais il faut qu'on trouve une façon de faire un jeu. Parfait. Okay. Cool, on va se lancer. On te laisse y penser, Maurice. Ouais. Pour les auditeurs, écoutez, si vous avez aimé cette nouvelle formule-là, proposez-nous des gens qui sont intéressants qu'on pourrait inviter. La condition pour être invité, c'est que ces gens-là doivent vivre ou représenter une des 9 tendances des entreprises progressistes et qu'ils puissent vous offrir, à vous les auditeurs, des moyens de vous développer là-dedans ou de pouvoir amener votre entreprise ou l'organisation dans laquelle vous travaillez vers une de ces tendances-là. Sinon, Stéphane, où est-ce qu'on peut te rejoindre facilement? Vous pouvez aller sur mon site web d'entreprise. Il est un petit peu en construction là, mais il est présent et il est fonctionnel à www.surdec.com. Vous pouvez aussi me trouver sur Twitter à SURDEK. Vous pouvez aussi vous connecter à moi sur LinkedIn si ça vous tente de faire une jasette. Puis si jamais ça vous intéresse, sur notre site, j'ai un gros blog qui parle de leadership. Vous allez juste aller dans la section blog, vous allez trouver pas loin d'une centaine d'articles, de vidéos, de toutes sortes de choses autour du leadership et vous allez voir nos programmes de formation aussi. Si vous nous regardez sur YouTube plutôt que nous écouter sur le podcast, dans la description de l'épisode, vous allez avoir des liens vers tout ça. Oui. Quant à nous, vous pouvez nous trouver sur LinkedIn, sur notre site web gopirate.com et la chaîne YouTube GoPirate. Et on est sur Twitter aussi, GoPirate, même chose. Facile à trouver, Maurice, là. Pas compliqué, là. GoPirate. GoPirate. Merci à vous deux et bonne journée les auditeurs. Et puis jusqu'au prochain cocktail avec des pirates, on espère boire davantage avec plus de gens. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci. Bye bye. Bye bye.